Jean-Claude Carrière, faut-il vous présenter, comme l'on dit, d'un mot, hein, vous êtes né dans une famille de viticulteurs à Colombières-sur-Orbe, c'est dans le département de l'Hérault. Vous êtes un prodigieux touche-à-tout, des dizaines de livres, des scénarios, des pièces de théâtre, des films, des adaptations pour le cinéma et la télévision. Vous avez démarré avec Pierre et Tex, tout jeune, Le Soupirant, Buñuel ensuite, bien sûr, Le Journal d'une femme de chambre, Louis Malle, Le Voleur, La Piscine, Jacques Deray, très éclectique, touche à tout aussi pour le cinéma comme pour la littérature. Votre dernier ouvrage, il est de grande actualité, je crois qu'il y en a deux. Utopie, quand reviendras-tu? Vaste question. Et puis, un autre livre qui nous interpelle aussi beaucoup et qui est parfaitement en adéquation avec nos thèmes, Croyance, réflexion sur cette certitude sans preuve. Ça, ce sont des livres qui sont parus, celui-là chez Odile Jacob. Vous dites en gros que la croyance aujourd'hui remplace petit à petit la connaissance. On peut faire la transition avec ce que l'on vient d'entendre. On va dire qu'elle la remplace, mais on a souvent cru, pensé, espéré qu'à partir des débuts de la science moderne, c'est-à-dire grosso modo du XVIIIe siècle, que peu à peu un certain nombre de superstitions disparaîtraient et que la lumière, le siècle des Lumières, l'emporterait. Et nous nous rendons compte de plus en plus, et moi je travaille assez souvent avec des scientifiques, que l'obscurité est toujours à nos côtés. C'est-à-dire que la connaissance a indiscutablement fait des progrès énormes, aussi bien en ce qui concerne le monde physique dans lequel nous vivons que nous-mêmes, que notre corps, mais que l'obscurité, c'est-à-dire la croyance, ce que vous avez cité tout à l'heure, c'est une définition d'Alain, qui dit que la croyance, c'est une certitude sans preuve, est toujours à nos côtés, nous accompagne. Et je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais je le constate. Je constate qu'aujourd'hui, il y a, quelqu'un a fait le compte, 46 000 divinités en exercice sur la planète, que les superstitions sont plus fortes que jamais, que les textes les plus anciens, les plus contradictoires, sont toujours lus avec dévotion, comme s'ils contenaient des vérités. Et pour résumer le livre qui est très long, je dis surtout que je ne souhaite pas la disparition de la croyance. Parce que moi qui suis un auteur et qui ai besoin de la partie imaginative qui nous constitue, je ne peux pas me contenter de peindre la réalité, ça ne suffirait pas. Voilà, donc ce qui est très curieux, c'est que nous avons une imagination qui nous a fait inventer des quantités de formes, de légendes, de mythes, etc., auxquelles d'ailleurs la science s'interroge, étudie de plus en plus, et que nous avons fini par croire à la réalité de nos inventions, des imaginations. Alors, on va parler avec vous vin et cinéma, bien évidemment. On va le faire aussi avec Jérôme Lemaire, qui nous a rejoint, dont le dernier film, qui s'appelle Premier Cru, est sorti il y a 3 semaines. Hein, c'est bien cela? C'est ça, bonjour. Voilà. C'est un film sur la transmission, on y reviendra un petit peu plus longuement tout à l'heure, qui a été tourné intégralement en Bourgogne. Complètement en Bourgogne. Voilà. Alors, je ne sais pas par quel thème on peut commencer. Peut-être ce livre que vous avez écrit il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle Le vin bourru, en 2000. Ce sont vos souvenirs d'enfance dans le monde viticole des années 30, on peut dire ça comme ça? Il faut dire que je suis fils de vigneron. Vous êtes fils de vigneron, absolument. Tout petit vigneron du Languedoc, et que s'il y a quelque chose de mon enfance qui m'a suivi toute ma vie et qui m'accompagne encore, c'est l'odeur de la cave. C'est-à-dire rentrer dans une cave à vin, où mon père faisait le vin, c'est une odeur qui me constitue, plus peut-être que le goût, plus peut-être que la saveur même du vin. Et je me rappelle, enfin, je pourrais vous en raconter beaucoup au sujet de Jean Carmet, par exemple, qui était un de mes amis avec qui j'ai beaucoup travaillé, Jean-Pierre Coff, que vous avez cité, et d'autres comme ça. Ce qu'on cherchait, c'était des vins ayant le goût de la cave. C'est-à-dire non seulement le goût du fruit dont ils sont issus, mais le goût de l'endroit où ils ont été élevés, fabriqués et déclarés bons à boire. Oui. Le vin bourru, c'est le vin que l'on buvait. Alors, le vin bourru, c'est le vin que
que l'on commence à peser avant qu'il soit distillé. C'est-à-dire avant, il a encore cette bourre, vous savez, qui le recouvre un peu, comme on dit, des jeunes poulains qu'il faut les débourrer. Oui. Et de certains bourgeons aussi. Oui. Là, c'est comme quelque chose qui nous protège des premiers contacts de la vie. Oui. La vigne qui occupait... C'est l'enfance du vin. En fait. Oui, bien sûr. La vigne occupait vos parents et les familles du village toute l'année. Oui. 365 jours quasiment. Oui, toutes les familles avaient du vin, enfin un petit arpent de... Mon père avait 2 hectares, hein, c'était rien du tout, mais a fait aussi des châtaigniers, des cerises. Moi, j'ai assisté à la disparition totale de cette petite agriculture française qui, à cause du relief, à cause des murs, à cause de la montagne, échappait à la mécanisation de l'agriculture. Et aujourd'hui, ce village qui, jusqu'aux années 40, faisait vivre de la terre et de la terre uniquement 550 habitants, aujourd'hui, il n'y a plus une seule parcelle cultivée. Tout est en friche. Donc il n'y a plus de vignes. Il n'y a plus rien, plus de vigne. Il y a quelques jardins potagers que certaines vieilles personnes continuent encore à entretenir pour leur propre usage, mais il n'y a plus rien de commercialisable au niveau agricole. Mais Jacques Dupont, c'est pourtant une région qui produit du vin et pas du vin de mauvaise qualité systématiquement. Je parle de ce département de l'Hérault et tout ce qui est autour. Oui, il y a eu beaucoup d'arrachage qui est dû, après les années 60, à la disparition du vin aliment et sans doute à la difficulté qu'il y a eu pour ces régions de retrouver des filières de commercialisation. Le grand géographe Roger Dion disait toujours qu'un terroir viticole, c'est un sol et les hommes qui l'aménagent. Et quand on parle d'aménagement, on parle aussi de commerce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands vignobles sans la possibilité de commercer, de vendre ce vin. Si on regarde là où se sont installés toujours les grands vignobles, que ce soit la Côte d'Or, Bordeaux, le Languedoc, c'est toujours avec la possibilité d'échanger, de vendre, etc. Et donc la crise des années 60, la disparition du vin aliment, la disparition du Gros Rouge, pour parler un peu plus vulgairement, a provoqué la disparition même des grands terroirs dans le Languedoc à un moment donné. Et puis on a vu arriver, il y a eu une révolution, la création des appellations contrôlées, des violences dans le Languedoc, il ne faut pas oublier voilà, ce qui s'est passé à ce moment-là, la mort d'un viticulteur, la mort d'un CRS en face, et on a distribué un peu les appellations contrôlées, on les a distribuées un peu n'importe comment, mais enfin on a donné des appellations contrôlées au Languedoc, et petit à petit, il a changé de visage. On a commencé à reconquérir des friches qui avaient disparu, qui n'étaient plus cultivées. Et aujourd'hui, il y a une espèce de revanche avec le réchauffement climatique, c'est qu'on quitte les plaines, là où on produisait beaucoup, pour aller vers des endroits qui sont plus frais. On est en train un peu de redécouvrir les terrasses du Languedoc, celles qui étaient abandonnées, et tous les néo-vignerons qui s'installent là-bas, ou les jeunes vignerons, les fils, commencent à reconquérir un peu ces terroirs abandonnés parce qu'ils sont plus frais et qui peuvent donner des vins qui font pas à des 16 degrés, quoi, comme ceux qu'on aime, n'est-ce pas, à votre analyse, il faut rajouter la disparition des vins d'Algérie. Oui, tout à fait. Ça a joué un grand rôle. Enfin, l'indépendance de l'Algérie a fait que ce qu'on appelait le Gros Rouge, le vin de Bercy, les vins de Bercy, qui étaient immondes, étaient constitués en grande partie par des vins algériens. C'est-à-dire qu'il y avait les vins de la plaine du Languedoc qui étaient assez peu alcoolisés et qui étaient regonflés avec l'Algérie. Voilà, mais ces histoires de commercialisation et de zones de commerce, ça a entraîné, on peut le lire ailleurs, hein. Moi je suis de la Bourgogne du Nord, il y a eu jusqu'à 44 000 hectares de vignes dans l'Yonne. On a dit c'est le phylloxéra qui a fait disparaître ce vignoble. En fait, c'est plutôt l'arrivée des vins du Languedoc et le chemin de fer qui a amené vers les bassins industriels des vins de qualité très basse, mais produits à faible coût, qui a ruiné le vignoble de Lyon, parce que le vignoble de Lyon s'était développé énormément sur la mauvaise qualité, mais ils avaient la possibilité d'alimenter Paris avec Lyon et ensuite la Seine. Et quand on a eu la possibilité de servir Paris et les bassins industriels avec des vins
un peu plus riches en alcool et avec le chemin de fer, tous ces vignobles-là ont disparu. Il n'y a pas de grands vignobles sans grand commerce. Jean-Claude Carrière, pour revenir au cinéma, vous êtes arrivé à Paris, je crois, à l'âge de 15 ans. En 45. En 45. Le 1er avril. Le 1er avril C'est une bonne 45, blague, oui. pour faire des études et pour plus tard, évidemment, commencer à travailler, je le disais, au cinéma, à écrire pour le cinéma. Est-ce que ce rapport au vin, vous l'avez tout de suite transmis dans ce que vous écriviez, selon vous, la symbolique du vin? Pendant ce que j'écrivais, mes parents ont quitté la campagne, ils faisaient du vin très agréable à boire, Ouais. pour venir à Montreuil-sous-Bois tenir un café où on buvait un vin infect. Oui, non, le vin ne m'a pas quitté, d'ailleurs j'en buvais très peu, j'en bois toujours très peu. Mais c'est vrai que arriver à Paris à 13 ans, en 45, au milieu des fêtes de la Victoire, c'est un souvenir absolument inoubliable. Et la fête du 14 juillet, où tout Paris était dans les rues, et je ne sais pas combien de litres de vin on a bu ce jour-là, reste pour moi le type même de la fête. On était victorieux. Voilà. Et la même semaine, j'avais un parrain qui était prisonnier, qui rentrait d'Allemagne. Il m'a amené voir au Gaumont Palace le dictateur de Charlie Chaplin. Il y avait 3000 personnes dans la salle qui ont vu le film debout, enthousiastes, en riant, en criant. Là, c'était un vrai sentiment de victoire. Et encore une fois, quand vous êtes rentré dans ce métier, dans ces métiers, puisque vous en avez plusieurs, cette symbolique du vin, vous l'avez apportée plus ou moins consciemment ou pas? J'en ai toujours parlé, j'en ai toujours bu. Oui. J'en bois encore un peu, pas plus d'1 litre par semaine. Oui. Mais parce que je crois qu'en vieillissant aussi, il faut être de plus en plus prudent. Et chaque fois que l'occasion s'en est présentée, j'ai travaillé avec des gens comme Louise Buñuel, comme Louis Malle, qui aiment beaucoup le vin et qui le connaissaient très très bien. Et ça m'a servi à nouer des rapports quelquefois. Oui. Par exemple, quand on m'a envoyé au Festival de Cannes, j'étais un tout jeune scénariste, pour rencontrer Buñuel pour la première fois. La première question qu'il m'a posée, je l'ai souvent racontée, mais c'est absolument vrai, il m'a regardé comme ça, il m'a dit « Bonjour, est-ce que vous buvez du vin ?» Et je lui ai dit « Non seulement je bois du vin, mais je suis d'une famille de petits vignerons. » Bien, alors, on avait déjà un point en commun. Oui, c'était, outre la latinité, et le fait que nous étions tous les deux méditerranéens, ce point-là était important. Quelqu'un qui, si je lui avais dit non, je ne bois jamais de vin, je sens que je ne sais pas si je serais là à vous en parler aujourd'hui. C'est comme ça que vous êtes devenu le scénariste attitré de Buñuel. Oui, pendant 20 ans. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous étions des ivrognes. Hein. Non. Nous choisissions nos vins soigneusement. Il y avait des journées, voire un repas entier où nous ne buvions pas de vin. Je crois qu'il ne faut pas s'habituer à boire du vin tout le temps. Je crois que si on se prive de vin pendant 2 ou 3 jours, il y a toujours... Vous savez à qui vous dites ça? Oui. Aïe, aïe, aïe. On en redécouvre le charme. Vous voyez, il y a quelque chose, surtout si le vin est un autre vin. Parce que le vin est un voyage sans fin. D'abord parce qu'il y a une infinité de vignobles et une infinité d'années. Et qu'il est différent chaque fois. On se pose des problèmes sur quelle est la meilleure année, mais ça dépend de quel vignoble, de l'ensoleillement, enfin de tout cela. Donc on n'épuisera jamais ce sujet. Je crois pas. Enfin, je plaisante avec ça, mais nous on recrache quand même. Hein, oui, c'est les dégustateurs, oui, bien sûr. Étienne nous a présenté tout à l'heure, Olivier et moi, en disant qu'on goûtait 10 000 vins dans l'année. On goûte, mais on recrache parce que la dégustation, c'est pas avec l'estomac, c'est avec la bouche, le nez. De ce point de vue-là, je vous raconte une anecdote, enfin un épisode presque incroyable. J'ai encore du mal aujourd'hui à le croire et pourtant je l'ai vu. J'étais invité à une dégustation de vin de Bordeaux, de Doux, hein, de Sauternes, des liquoreux. Et ça se passait en place Vendôme chez Nicolas. Et chacun donnait son avis. Bon, on buvait, on crachait évidemment.
Et à un moment donné, il y avait une sorte de concours entre deux dégustateurs, un vieux et un jeune. Un vieux qui avait un grand nez comme ça, qui plongeait dans ses verres, et un plus jeune, peut-être un peu plus raffiné, enfin deux écoles de dégustateurs. Et à un moment donné, arrive un vin sur lequel on ne sait que dire. Il a un goût particulier, et personne ne peut dire quel est ce goût. Et tout à coup, le jeune dit, il a un goût d'huître. Et tout le monde est d'accord. Il avait dit le mot juste. Le vin avait un goût d'huître. À ce moment-là, le paysan qui était là, propriétaire du terrain, nous dit, ce que vous me dites est incroyable, parce que cette vigne est à 3 ou 4 mètres en dessous, il y a un banc d'huîtres fossiles. Je peux même vous dire le nom du château, c'est Loubens. Oui, peut-être. Oui. Et c'est dans l'appellation Sainte-Croix-du-Mont. Sainte-Croix-du-Mont, oui. Si et effectivement, ça appartient à la famille de 16. Ouais, à quoi peut tenir et ils ont un banc d'huîtres incroyable. On dirait qu'il y a des géants qui ont empilé des huîtres, mais pas des huîtres comme on peut les trouver sur les sols de Chablis ou parfois en Champagne, mais vraiment comme si on avait empilé des huîtres comme ça. Et dedans, tout en dessous, il y a une chapelle qui a été creusée à l'intérieur de ce banc d'huîtres. Et ça domine toute la vallée de la Dordogne. Et alors, je ne sais pas si ça a donné le goût d'huître. Cher Jacques, au vin, pardon de m'immiscer dans votre dialogue, mais juste pour recentrer un peu autour du thème. Du cinéma. Vos souvenirs sont magnifiques, mais pour vous, Jean-Claude Carrière, c'est quoi le film qui incarne le mieux, qui célèbre le mieux le vin, comme ça, à brûle-pourpoint hein. Ça, vous me posez une question à brûle-pourpoint, mais parce qu'il y a une chose. Un sage en hiver, évidemment. Non, je crois pas. Non, c'est pas l'ivresse qui célèbre le vin, je crois pas. Il faudrait chercher plutôt dans des. Non, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas réfléchi à cette question parce que s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas communiquer au cinéma, c'est le goût. Ouais. Dans certains cas, on essaie de communiquer l'odeur, le son, bien sûr. Quelqu'un parlait tout à l'heure des sens. Mais comment communiquer un arôme et un goût de vin à toute une salle? Ça, c'est assez difficile. Mais votre long compagnonnage avec Buñuel, qui vous dit dès le premier jour, est-ce que vous aimez le vin? Est-ce que ça s'est traduit rapidement dans votre travail de scénariste pour lui? Et est-ce que lui était dans la même démarche que vous? Pas tout à fait, parce que... alors, oui, bien sûr, on aimait le vin tous les deux, mais lui était aussi un amateur d'alcool. Et dans le charme discret de la bourgeoisie, nous sommes allés même jusqu'à donner la recette du dry martini. Ah oui. Qui est on est loin du très, vin. très précise. Ouais. Buñuel disait par exemple, si vous passez par New York, et si vous voulez savoir si je suis à New York, vous allez à l'hôtel Plaza, la dernière place dans le coin, là, à midi. Si je suis à New York, j'y suis. Sinon, c'est pas la peine de chercher. Ouais. Et il avait une habitude, comme les gens de sa génération, il était né en 1900, de boire un peu tous les jours. Mais je ne l'ai jamais vu ivre. Mais ce qui est assez curieux quand même, c'est que tous ces réalisateurs avec lesquels vous avez travaillé, que ce soit Louis Malle, Pierre Etex, je regarde mes notes parce qu'il y en a tellement, je ne vais pas tous les citer, Rapneau, Schlendorf, etc. Beaucoup aimaient le vin. Mais quand on regarde la représentation du vin dans le cinéma, on est souvent dans la caricature, dans les mecs sous, quoi, grosso modo. Hein. On est plus proche de la soupe aux choux du singe en hiver d'une représentation patrimoniale du vin. Le festin de Babette, peut-être. Peut-être le festin de Babette, oui. Et quelque chose qui, en même temps que la nourriture, célèbre l'alliance entre le solide et le liquide. Mais il n'y a pas de grand film sur... Non, sur le vin, non, je ne crois pas. Comment faire, d'ailleurs, comment faire pour projeter un film, faire sentir à une salle, à un public, quelque chose qu'il ne peut pas, par définition, goûter. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme Lemaire, de ça? Est-ce que c'est difficile de transmettre comme ça? C'est intéressant comme idée. Non, c'est le point de départ pour nous, c'est qu'il y avait très peu de films sur le vin en fait en France. Donc on a essayé de raconter une histoire dans une région que tout le monde connaît, qui est la Bourgogne.
Et effectivement, c'était un peu un champ d'investigation vide, parce que le vin passe souvent dans les films français. Il a une petite présence dans une scène ou deux, mais c'est rarement, on parle pas des vignerons et de la problématique de la filière. Il y a eu un beau film récent sur le Bordelais, qui était sur Tu un seras mon mon fils, je fils, crois, de ouais. Gilles Legrand. Qui a quelques années déjà et qui a ouvert une porte parce que le vignoble de Bordeaux était très présent dans le film. Et nous, on a voulu faire la même chose, mais en Bourgogne. Alors, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de référent, mais c'était le point de départ. Effectivement, il y a très peu de films qui parlent du vin en France. Il y en a eu aux États-Unis, mais pas en France. Sideways, Pas aux beaucoup. États-Unis. Il y a eu Sideways. Mondovino est un documentaire. On ne peut pas dire que ce soit c'est réellement une fiction. Ridley Scott s'y est essayé en Provence avec Russell Crowe sur un film un peu... Bon, c'est pas le meilleur qu'il ait fait. Donc le vin a pris une vraie place dans nos sociétés ces dernières années. Donc on a envie d'en parler, les réalisateurs ont envie d'en parler. Il fallait trouver un angle, mais c'est vrai que patrimonialement, le cinéma français devrait avoir des films sur le vin et il n'en a pas vraiment. Et pourquoi le Mâconnais, puisque vous avez tourné essentiellement dans ce secteur? On a tourné dans le Mâconnais parce que cinématographiquement, la Côte d'Or était moins intéressante. Ah oui. Parce que la côte est petite, elle est coincée entre la nationale et les bois, c'est assez vite. On a fait beaucoup de plans avec des drones, donc il nous fallait de l'espace, il nous fallait du recul. Donc dans le Mâconnais, le vignoble est plus étalé et le bâti est un peu plus beau. Parce qu'en Bourgogne, le bâti, c'est un bâti paysan, c'est pas comme à Bordeaux, donc on a eu du mal à trouver des domaines qui étaient cinématographiquement très intéressants. Alors la Bourgogne attire le cinéma en ce moment, puisque... C'est la mode, on est content. Clapiche tourne voilà. en ce moment en Bourgogne. Vous avez vu les classements à l'UNESCO. La Bourgogne est à la mode, mais on ne savait pas, nous, quand on a commencé en... Et Gérard L'année dernière. Lanvin, qui est votre vedette, il aime bien le vin? Il aime beaucoup le vin, mais il a grandi à Bordeaux. Donc il est quand même, comme il le dit lui-même, il a le palais culotté au vin de Bordeaux. Donc il ne connaissait pas la Bourgogne. En Et tout si cas, on il ne connaissait faisait, pas bien les vins. si on faisait un hit parade des acteurs et des réalisateurs qui aiment le vin et qui en parlent bien, ça serait Jean Carmet, Jean Carmet, un jour, Jean-Pierre Coff lui dit: qu'est-ce que tu veux boire? J'ai un cheval blanc, j'ai je sais pas quoi, un pichon Longueville, j'ai ça, qu'est-ce que c'est? Et Carmet lui dit: tu n'aurais pas plutôt du vin? Lui, c'était Chinon Bourgueil, quoi. Oui, c'était Chinon Bourgueil, mais il aimait tous les bons vins, même simples. Aller dans une cave avec Carmet, parce que ça, j'adore faire ça. Aller dans les caves et goûter des vins chez moi et dans d'autres pays. C'était un vrai plaisir, même si on n'en boit pas beaucoup. Mais à propos de cette communication impossible au cinéma, du goût, je peux vous raconter une chose dont je vous jure que ça m'est arrivé. J'ai fait un texte sur la Romanée-Conti, donc j'ai été invité à plusieurs reprises à déjeuner avec Aubert de Vilaine, qui m'a invité chez lui. La première fois, il nous sert naturellement une Romanée-Conti, c'était la troisième fois de ma vie que j'en buvais, je crois. Et puis il me dit, nous étions 4 à table, il me dit, je vous ai réservé une surprise pour le fromage. Qu'est-ce que ça peut être une surprise après une Romanée? Oui. Et alors, il me dit, personne ne le sait, ou très peu de gens le savent, mais nous faisons aussi un vin blanc. Nous faisons un vin blanc, nous n'en faisons que 70 ou 80 bouteilles par an, un bâtard branché Romanée-Conti, mais qui n'est pas commercialisé, qu'on ne trouve pas dans le commerce. Alors, il a ouvert une de ces bouteilles, et nous l'avons bu à 4. Ensuite, quelques jours plus tard, j'appelle Jean-Pierre Coff, qui est un ami de longue date, et je lui raconte que je suis allé à la Romanée-Conti, et je lui dis: j'aimerais te raconter le repas, mais en déjeunant avec toi. Donc, alors, nous avons déjeuné en tête-à-tête, dans un assez bon bistrot. Je lui ai raconté tout le début, et puis j'en arrive à ça. Et il m'écoutait comme ça, avec la bouche qui faisait comme ça. Quand j'en arrive au moment où je dis, c'était un vin blanc, que je lui parle un peu de ce vin blanc, je vous jure que 2 larmes ont coulé sous ses lunettes. Ça, c'est la seule fois où peut-être j'ai pu transmettre un goût. Voir le goût.
Avec Coff, c'est vous qui avez fermé les yeux de Jean Carmet. Oui, oui. Et pas seulement fermé les yeux. Et Gérard Depardieu. Et quand Carmet est mort, nous sommes allés chez lui. Nous étions 3 ou 4 de ses meilleurs amis. Et Gérard Depardieu était là. Il était déjà mort, il était raide déjà depuis quelques heures. Mais nous avons tenu à lui mettre sur les lèvres un peu de Bourgueil pour l'aider dans son dernier voyage. Jérôme Lemaire, est-ce que vous avez voulu raconter une histoire de transmission, je le disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que c'est une histoire de famille, un père et un fils, un père qui veut abandonner son domaine viticole et le fils qui ne veut pas le reprendre au départ, hein, c'est bien ça l'histoire. Est-ce que vous aviez une idée derrière la tête qui consistait à dire c'est un vrai problème pour bon nombre d'exploitations ou pas? Oui, c'est un problème que j'ai découvert là-bas, parce que moi je suis pas bourguignon, j'ai grandi dans le 92, donc j'étais pas du tout légitime. Ils m'ont beaucoup appris, les bourguignons, sur ce qui se passait là-bas. Donc on a voulu faire une photo de ce qui se passe en Bourgogne aujourd'hui. C'est assez fidèle, je pense, parce qu'on a vraiment restitué ce que les vignerons m'ont dit. Et la vraie inquiétude chez les vignerons bourguignons de la génération de nos parents, c'est qui va venir quand je serai plus là. Ça, c'est une vraie angoisse, c'est un vrai problème. Alors, la transmission est vraiment au cœur des domaines en Bourgogne. Donc, on a voulu raconter ça de 2 manières. C'est-à-dire que sur le premier domaine, c'est une transmission classique père-fils. Et sur le domaine voisin, c'est une transmission plus moderne, comme elle peut avoir lieu en Bourgogne, qui est mère-fille. Parce que ça arrive aujourd'hui, les femmes ont ouvert pas mal de portes en Bourgogne et elles ont leur mot à dire et elles ont les rênes des domaines. Donc, des 2 côtés, c'est des histoires de transmission. Une un peu plus old school à l'ancienne, et une un peu plus complexe aujourd'hui entre une mère et sa fille. Jacques Dupont, c'est une affaire qui concerne toutes les régions viticoles? Partout où le foncier est très cher. Partout où le foncier est très cher, il y a un vrai problème de transmission, parce que s'il y a 3 enfants, qu'il y en a un qui reprend, il faut bien pouvoir indemniser les 2 autres. Et en Bourgogne, c'est devenu le problème numéro 1. Jérôme a raison. On voit des grands noms de la Bourgogne qui étaient très implantés dans les villages célèbres comme Vaune-Romanais, Meursault, etc. Et quand on regarde aujourd'hui leur assiette foncière, ce qu'ils ont en portefeuille, on s'aperçoit que par rapport aux générations précédentes, ils ont pratiquement plus de vignes sur ce village-là, qu'ils ont racheté des vignes sur les hautes côtes de Beaune où c'est beaucoup moins cher pour continuer à produire du vin, parce qu'ils ont été obligés de vendre une partie du foncier pour payer, pour indemniser les enfants. Et aujourd'hui, ce qui pèse sur la transmission en Bourgogne, c'est pas la volonté de reprendre, parce que les vins se vendent très facilement, c'est plutôt comment pouvoir transmettre en indemnisant les autres. Et il y a des domaines qui se vendent aujourd'hui à des groupes financiers parce que c'est... Parce que quand on lit les suppléments du Point que vous consacrez chaque année au vignoble, on se rend compte quand même qu'il y a un grand rajeunissement des propriétaires et des viticulteurs. Alors oui, mais partout où on peut effectivement s'installer, quoi. Oui. Hein, partout où on peut régler. C'est pas non plus impossible. Hein. Il y a des transmissions qui se font en Bourgogne, en Champagne. On sait que le foncier est très cher aussi, et il y a quand même une nouvelle génération qui est arrivée dans les vignes et dans le vin, et qui change beaucoup les choses, notamment chez les jeunes vignerons indépendants. Il y a beaucoup de choses qui bougent, qui changent en Champagne. À Bordeaux, on a vu quand même des transmissions, on voit disparaître peu à peu des productions familiales. Je parle des grands crus, parce qu'il y a les appellations où le foncier est pas cher, c'est d'ailleurs 90% du Bordelais. Hein. Le problème de transmission, c'est plutôt qui veut reprendre, parce que le vin n'est pas vendu assez cher ou ne se vend pas. Mais dans les grands domaines, on voit arriver de plus en plus ou des gens de la grande distribution, ou parce que c'est là où il y a l'argent, ou des compagnies d'assurance, des banques, etc., qui reprennent des domaines. J'ai connu des cas malheureux comme le vôtre, c'est-à-dire un homme qui a constitué un vignoble toute sa vie et son fils ne veut pas le reprendre. Ça c'est pathétique. Cet homme pleurait entre mes bras. J'ai connu le contraire, c'est-à-dire un jeune homme qui était à Paris, qui est venu dans les terrasses du Larzac reprendre le domaine. Son père était encore vivant, a changé les cépages, et son père m'a dit cette phrase magnifique un jour: mon fils m'a appris à faire un vin que j'aime.
C'est très beau. Mais il y a des cas comme ça. En Champagne, j'ai visité une famille il n'y a pas longtemps à Vertus, là, dans le sud de la Côte des Blancs. Le couple d'Ignorons avait 2 filles qui étaient parties faire complètement autre chose. Et il y en a une, l'aînée, qui est revenue là, il n'y a pas très longtemps, alors qu'eux s'étaient préparés mentalement à vendre le domaine, quoi. Et là, il y a une fille qui est revenue et ça repart. Et elle a repris les études d'œnologie pour pouvoir faire du vin avec son père. Elle gère le commerce aussi et c'est reparti pour une génération. Et je peux vous dire que ça fait des parents heureux, ça, oui. Jérôme Lemaire, il y a eu beaucoup de curiosité en Bourgogne pour votre film. Parce que je fais du vin aussi. Est-ce que la population finalement était fière, Alors après coup, parce que quand ils nous ont vu venir, déjà c'était des Parisiens qui arrivaient à la campagne, donc on a toujours petite méfiance. Surtout chez les Bourguignons. Surtout chez les Bourguignons, donc on s'y est bien pris. On a pris des gens localement, notamment Guillaume Barouin, qui est un journaliste à la Revue du Vin de France, qui connaissait très très bien la région. Après, ils nous ont vu travailler, ils nous ont pris pour des fous vraiment profonds, parce qu'on a travaillé, il y a une scène de vendange dans le film qui a lieu au mois d'octobre, donc il n'y a plus de raisin dans les vignes. On avait acheté des rangs de vignes pour avoir du raisin quand on filmerait. Puis cette année-là, les vendanges, comme c'est un peu aléatoire, il n'y avait plus de raisin. Donc tous les matins, il y avait des tonnes de raisins qui arrivaient du sud de la France par benne, que la déco accrochait sur les vignes. Et là, les vignerons bourguignons, ils ont dit, ouais, vous savez que c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc au début, ils nous ont pris un peu pour des fous. Et quand ils ont vu le film, ils ont été très très fiers, en fait. C'est ça qui m'a surpris, parce que techniquement, on fait toujours des erreurs, on essaye de coller au maximum, mais le but, c'était pas encore une fois de faire un documentaire sur les techniques viticoles, c'était d'être crédible. Et ils sont tous venus nous voir en disant, bravo, on est hyper contents, ça se passe vraiment comme ça. On est fiers, c'est une chance qu'on ait ce film-là pour notre pays. Et puis l'acteur principal, Gérard Lanvin, dit lui-même qu'il vit à la campagne depuis toujours. Donc, il est très. Il n'est pas étiqueté parisien, quoi. Non, il est vraiment, il est en rapport avec les gens de la terre et les problématiques de la terre. C'est un vrai terrien, Gérard. Oui, mais il habite son il rôle. Habite à Guérande. Non, mais il habite son rôle. Jérôme Cordelier a assisté à une projection avec les vignerons qui faisaient J'ai vu à Paris, et puis dans une salle, et il y avait beaucoup de gens qui disaient. Ah oui, alors ça se passe comme ça. Alors ils commentaient les images, donc il y avait des vignerons dans la salle. Il y avait une véracité. Oui, je pense qu'il y avait beaucoup de vignerons. Non, on a essayé de coller quand même. On a collé quand même pas mal à ce qu'ils font en Bourgogne. Après, on avait une latitude parce que le fils revient avec des méthodes qu'ils connaissent pas en Bourgogne, puisqu'il vinifie comme au temps des moines. Donc ça fait longtemps qu'ils vinifient plus comme ça. Il vinifie dans le film vinifie avec des amphores. Donc les Bourguignons vont pas revoir d'amphores, à mon avis, avant plusieurs siècles. Ce qui est dommage, puisqu'ils ont commencé avec les amphores. Et donc là aussi, quand ils nous ont vu débarquer, c'est des amphores qui font la taille, qui font 2 mètres, 2 mètres 50. Ils se sont dit, mais pourquoi vous faites ça? Et puis alors, il y a une scène qui est amusante dans votre film, je trouve, qui, je pense, va amuser l'auditoire, c'est quand ils se mettent à bâcher toute la vigne pour faire face à l'orage de grêle, quoi. Alors tout le monde les prend pour des doudingues, évidemment. Moi, je me suis toujours demandé, chaque année, quand je voyais les vignerons pleurer, quand j'étais plus jeune, après la grêle, je disais, mais ils sont cons, pourquoi ils bâchent pas leurs vignes? Parce que l'INAO leur interdit. Alors je suis allé voir les vignerons, et puis ils m'ont expliqué pourquoi, mais ils ont tous un doute quand même. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que c'est possible de bâcher sur des petites parcelles, mais qu'ils ne le font pas parce que culturellement ça ne se fait pas, qu'il y a des terroirs où on n'a pas le droit. Mais globalement, ils ont tous, à un moment donné, pensé à des stratagèmes plus ou moins efficaces de bâchage dans le... Il faut dire que pendant 3 ans, la Bourgogne, c'est la première année en 2015 que sur la Côte d'Or, on n'a pas de grêle, ou très peu. Ils ont eu de la grêle pendant 3 années consécutives sur Volnay, Meursault, etc. Oui, c'est un fléau. Donc après, bâcher 12 hectares de vignes... La réponse sur le bâchage, on la connaît, parce qu'il y avait eu des tentatives faites sur Fronsac, à Bordeaux il y a quelques années, et l'INAO a fait déclasser les vins qui avaient été bâchés, puisque ce n'étaient pas des conditions naturelles de récolte. Mais en Bourgogne, ils disent sur des petites parcelles, pourquoi pas? Ils ne le font pas, ils n'y sont pas allés. Alors je ne sais pas s'ils ont les mêmes... Il faudrait qu'ils obtiennent des dérogations. Oui. Je crois qu'il y a une... Ouais, voilà. Mais bon, en tout cas, ils préfèrent que le vin soit déclassé plutôt qu'il soit détruit, au final. Ouais. Jean-Claude Carrière. Un autre aspect dans le cinéma auquel on ne pense pas souvent, c'est que le vin qu'on boit au cinéma, dans les films, n'est pas du vin, évidemment.
parce qu'il faudrait, s'il fallait pendant 15 prises de suite boire, etc. C'est pareil pour le whisky. Le whisky, c'est du thé en général. Mais il y a quelques cas assez connus d'acteurs qui boivent, ou d'actrices qui boivent, et qui boivent en cachette même. Et ça change à la couleur de la peau, non seulement le comportement de l'homme ou de la femme. Donc il y a tout un langage secret entre les différents membres de l'équipe, les acteurs, le metteur en scène qui tient à ce que, évidemment, il faut que l'acteur ait le même visage du début à la fin de la scène. Et on sait que, moi j'ai connu un cas, par exemple, d'une dame, très grande comédienne, dont je ne citerai pas le nom, elle est morte d'ailleurs, qui arrivait le matin toute fringante et puis qui commençait à boire un petit verre de vin blanc vers 10 heures, comme ça. Et un chef opérateur m'a dit, en parlant d'elle un jour, cette phrase très technique, elle m'a dit, le matin ça va à peu près. Après déjeuner, il faut faire attention à l'angle. Vers 5 heures, il faut la rattraper. Ça, c'est la rattraper, c'est un terme qui veut dire changer les lumières et rattraper. Ça, donc, il y a aussi ce rôle-là que peut jouer le vin au cinéma. Absolument. Est-il vrai, là il ne s'agit pas de vin, mais d'un alcool non identifié, que la célébrissime scène des Tontons Flingueurs, où le quatuor est ivre-mort, a été vraiment tournée dans les conditions du réel, c'est-à-dire qu'on ne buvait pas de l'eau. Ils étaient vraiment... Ça m'étonnerait beaucoup. Non, j'ai jamais entendu dire ça. Oui, je crois que c'est ce que l'auteur raconte, qu'il y a eu beaucoup d'alcool. Ça n'était pas du vin. C'est du brutal. Du brutal, absolument. Absolument. Et je crois que sur le tournage lui-même, il y avait du brutal. Oui. Parce que s'il faut se taper un petit verre de fine 20 fois de suite, en disant... Et globalement, vous diriez que le monde du cinéma, les professionnels, les producteurs, les gens de la distribution, les acteurs, s'intéressent au vin? Oui, non, ça, ils aiment le vin. Il y en a même qui investissent, on le sait. Et il y a même des acteurs qui boivent en cachette. Oui. Et même des techniciens qui boivent en cachette sur le plateau. Qui amènent, il y en a, j'en ai vu, qui ont changé les étiquettes, qui amenaient de très bons vins pour mettre par-dessus un Kiravi ou un vin du Postillon. Non, toutes les astuces peuvent exister. Il faut que le metteur en scène soit attentif et que lui-même, surtout, ne boive pas. Est-ce que Buñuel était aussi collectionneur de vin? Est-ce qu'il investissait dans le vin? Non, il avait quelques bonnes bouteilles, oui, mais il vivait au Mexique, donc ça, il était assez difficile. On lui apportait du vin. Ouais. Mais grâce à Buñuel, je racontais tout à l'heure, il m'a été donné de goûter un vin romain du 1er siècle de notre ère. Et il y avait dans un bar qui s'appelait Quichotte à Madrid, un musée du vin. Un homme avait fait un musée du vin impressionnant, tout un grand sous-sol. Et dans ce musée du vin, il y avait une amphore que l'on avait retrouvée dans un bateau coulé, ciré, la cire n'avait pas bougé, et donc le vin était intact dedans. Et les rares privilégiés avaient le droit de tremper un doigt et de le goûter, parce que c'était plus du vin vraiment, c'était devenu presque comme de la confiture, comme du résiné, comme on disait pendant la guerre, quelque chose comme peu, avec un goût assez grec, un vin rouge, mais on reconnaissait absolument, c'était comme si on mangeait un raisin confit du 1er siècle de notre ère. Et Jérôme Lemaire, qu'est-ce qu'on boit dans votre film alors vraiment? C'était quoi le maquillage? Qu'est-ce qu'on boit à table ou non, pendant non, qu'est-ce qu'on les boit à l'image, quoi, puisqu'on a dit que c'était pas du vin. Nous, on a une scène avec une bouteille de Romanée Conti 66, donc vous imaginez bien que c'était pas possible d'en avoir. Ils ont été gentils, ils ont mis un Von Romanée Village quand même, ce qui était bien. Mais non, pour cette scène-là, Gérard a demandé, puisque c'est une scène un peu avec son fils, il a demandé à boire du vin dans la scène, vraiment, pour avoir le goût du truc. Vous avez fait la prise beaucoup ou... Non, parce que c'était juste... Mais il boit peu dans la scène, il a quelques gorgées pendant leur discussion. On a dû faire 5-6 prises, et il a demandé à boire du vin. On avait mis du jus de raisin au départ, l'accessoiriste, c'est toujours ce qu'on boit à la place du vin. Et c'était du Bordeaux? Et c'était, non, je crois que c'était le Vaune Village du négoce de la Romanée Conti, je crois. Ce qui est pas mal déjà. Quand même. Ce qui est déjà une bonne chose. Alors le plateau le plus sympathique dans le monde du cinéma, paraît-il, c'était celui de Claude Chabrol. Mais vous n'avez jamais écrit pour lui? Je n'ai jamais écrit pour lui, mais
Je le connaissais bien, c'est vrai qu'il faisait une petite pause l'après-midi. Et on apportait quelque chose à manger et avec quelque chose à boire. Oui, ça, c'est vrai. Lui buvait, mais je ne pense pas que ses comédiens buvaient tellement. Il devait les surveiller lui aussi. Mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui aimait, et Stéphane Audran, sa femme aussi à l'époque, énormément, qui aimait la bonne nourriture, ça c'est sûr. Vous avez tourné aussi avec Godard, il boit du vin, Godard? Godard boit du vin, oui, oui. Godard n'est pas du tout le personnage sec et austère qu'on imagine. C'est un rigolo. C'est quelqu'un, ah oui, c'est quelqu'un de très très drôle. On a pris des crises de rire, dans certains cas, à rouler sous la table presque. Non, c'est pas l'image qu'il donne. C'est pas l'image qu'il donne. C'est pas l'image qu'il. Il a l'air d'un sévère protestant comme ça, mais pas du tout. Bah, il est suisse déjà. Il est suisse. Oui. Allez, vin et cinéma. Est-ce qu'il y a des questions avant le déjeuner? Oui, il y a des mains qui se lèvent là-bas. Et le micro arrive. Oui, Eric Écolin. C'est vrai qu'on a essayé de trouver un film où vraiment le vin était un petit peu star. On n'a pas trouvé. On aurait pu parler aussi du placement de produits, du placement du vin dans les films. Moi, j'ai revu récemment Touchez pas au Grisby, où il y a une scène qui est assez drôle, où il y a un des acteurs qui prend une caisse en bois de lançon père et fils, où à l'intérieur il y a des armes avant d'aller se flinguer entre eux. C'est vrai qu'on aurait pu aborder le sujet. Et ma question, c'était, finalement, si on n'a pas trouvé encore le film, à part peut-être le film de Monsieur, je ne l'ai pas encore vu, qui est vraiment un film important pour le monde du vin, est-ce que, en voyant le succès d'un film comme Ratatouille, est-ce que le film d'animation pourrait pas être une solution, peut-être, oui. Et toucher un public plus large, parce qu'on a des gros talents aussi en France de développement de films d'animation, et avec une voix comme celle de Jean-Claude Carrière qui est absolument magnifique, ça pourrait faire un personnage assez intéressant dans le cinéma d'animation, je pense. C'est vrai que vous êtes acteur aussi. Je vous remercie pour la voix. Mais vous savez, c'est un phénomène universel. Personne n'aime sa propre voix. Et on n'a jamais compris pourquoi. Personne n'aime s'entendre. On ne s'entend pas de la même façon que les autres vous entendent. Quand un film d'animation, pourquoi pas? Évidemment, ça permettrait aux acteurs de rester sobres, de boire beaucoup et sans que ça se voie. Mais encore une fois, et ça on en a parlé une centaine de fois avec des copains, on perdrait l'essentiel, qui est le goût. Mais il faudrait pouvoir offrir l'essentiel. L'idéal serait d'avoir une petite salle avec un très bon vin. On offrirait un verre de vin aux spectateurs et on leur ordonnerait de boire au moment où on boit à l'écran. Pour partager. Mais c'est évidemment impossible. J'ai vu une fois, je participais en Italie avec Carole Bouquet, qui est une amie de très longue date. Propriétaire de vignoble. Propriétaire de vignoble, qui aime beaucoup le vin et qui le connaît bien, dans un très beau jardin italien, à une conférence, une causerie sur le vin. Nous avions donc 2 ou 3 verres pour nous de vins différents. Et à un moment donné, on a vu que tous les gens, ils étaient à peu près aussi nombreux que vous aujourd'hui, chacun avait un verre à la main. Vous avez tous les spectateurs étaient en train de boire avec nous. C'était merveilleux. C'était une vraie communion. Une sorte de communion, absolument. Mais ce qui est assez curieux pour compléter la réponse, c'est que dans les représentations du vin, disons graphiques, il y a la bande dessinée qui marche très très bien, avec plein d'albums sur le vin, sur des histoires de vin, sur ça fait un tabac. Mais c'est vrai que dans le cinéma, à part Jérôme qui inaugure un peu là, il n'y a pas une représentation. Et pourtant, en bande dessinée, on y arrive. Il faut voir le succès des mangas japonais. C'est comme de se faire un film sur les parfums. C'est la même chose. Comment faire? On pourrait à la rigueur répandre des parfums dans la salle. Ça s'est fait déjà, mais c'est très difficile. Il y a eu le parfum. Oui. Qui souhaite intervenir? Alors, là-bas, oui. Allez-y. Peut-être intéressant de mentionner, vous l'avez déjà mentionné, le film American Sideways, puisque ce film a eu un impact direct sur le marché, sur la consommation aux États-Unis, puisqu'il vantait les mérites de Pinot Noir au détriment du cépage Merlot qui était demandé par le type qui allait se marier dans ce film.
Et son copain, qui était un wine geek, lui disait non, tu n'as rien compris, ça c'est pour les ploucs, il faut boire du pinot noir. Le résultat était plus 40% des ventes de pinot noir dans l'année suivante et moins 25% sur les merlots. Ce qui a provoqué une pénurie de pinot noir, un achat massif par certains négociants puissants comme Gallo de pinot noir en France et qui n'a pas toujours réussi, oui. Qui a entraîné d'ailleurs une série de fraudes. Mais bon, donc le cinéma peut, dans certains marchés en développement, avoir un impact assez important sur le vin. Les mangas et Sideways ont fait beaucoup pour assécher la Bourgogne quand même. Hein. C'est vrai que... Oui, c'est vrai. Et nous, on a continué. Voilà, lui va continuer, bravo, merci. Il y avait une autre question, non? Oui, allez-y. Le micro arrive. Moi, c'était pour ce qui a été dit au début sur la disparition des petits viticulteurs de l'Hérault. Je ne pense pas que ce soit dû à une crise. C'était la politique du gouvernement de l'époque, des gouvernements de l'époque, qui voulaient qu'il n'y ait plus de paysans, et parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre, c'était les 30 glorieuses, et il fallait absolument que le paysan qui prenait son temps fournisse de la main-d'œuvre. C'était ça pour moi. Et dans tous les villages de l'Hérault, il n'y a plus de viticulteurs. Oui, vous parlez des années 70, pas de Les l'époque. années des 30 glorieuses, si les paysans ont disparu. Et alors, il ne s'était pas rendu compte que le paysan entretenait le paysage, et maintenant, il demande aux paysans de revenir, ce qui ne se fera plus, quoi. La vraie crise a commencé dans la fin des années 50, hein, il me semble. Jusqu'aux années 70, il y a eu 20 ans très très difficiles. Et non seulement pour la quantité, la variété, mais même pour la qualité de certains vins. Et depuis, les viticulteurs se sont repris, ont changé leur méthode, comme vous l'avez dit, ont élevé le niveau, ont cultivé plus haut dans d'autres terrains, etc. Il y a une réalité, hein, c'est depuis le début des années 60, la consommation de vin de table n'a fait que chuter. Et le Languedoc s'était spécialisé dans la fabrication de vin de table. Si on a arraché autant de vignes dans le Languedoc, et qu'on ne l'a pas fait en Bourgogne, c'est que c'était d'abord le premier producteur de vin de table. Les coopératives ont permis de freiner un peu ce mouvement en mutualisant les moyens, mais ce n'est pas dû à une politique de recherche de main-d'œuvre. La recherche de main-d'œuvre, elle existait partout. Ça a été vrai, par exemple, pour les Côtes d'Auvergne, autour de Clermont-Ferrand, où là, effectivement, les usines Michelin ont absorbé la main-d'œuvre paysanne. Mais sur le Languedoc, c'est vraiment une crise de mévente de vin et avec des marges très très faibles, ce qui a amené aux grandes manifestations des années 70. D'autres questions? Oui, mademoiselle. Bonjour, nous sommes élèves de Neoma Business School. Je me demandais, aujourd'hui il semble que pour montrer le vin comme objet de culture et de patrimoine français, on est peut-être obligé de faire des films sérieux, des drames, alors qu'aujourd'hui si on réalise une comédie, tout de suite le vin et l'image qu'on a du vin, c'est l'ivresse, la dérision, alors que vous avez évoqué par exemple les Tontons Flingueurs, enfin les vieux films français semblent pouvoir mieux montrer le vin comme objet de plaisir sans non plus tomber dans l'excès et la critique qu'on peut en faire aujourd'hui. Il y a dans le vin tout un tas de degrés d'appréciation et même de symbolisme. Il y a ce que vous dites, il y a la fête, il y a la joie, le plaisir d'être entre soi. Mais le vin peut avoir une apparence tout à fait tragique dans la mesure où il ressemble, le vin rouge, à du sang. Et notre plus grand agent de publicité, qui s'appelait Jésus-Christ, a dit « Ceci est mon sang » en parlant du vin. C'est une phrase extraordinaire si on y songe avec nos yeux d'aujourd'hui, que le vin, c'est le sang de Dieu. Donc il y a différents niveaux d'appréciation selon à la fois notre atmosphère du jour, la qualité du vin, les convives qui sont avec nous, mais on peut très bien passer d'une approche presque mystique du vin à quelque chose qui est tout simplement quotidien, chaleureux, joyeux et conduisant parfois à l'ivresse. C'est ça qui est
merveilleux dans ce produit, c'est qu'il contient tous les niveaux possibles d'émotion humaine. Question? Vous connaissez la phrase de Desproges à propos de ce que vient d'évoquer Jean-Claude. Jésus-Christ changeait l'eau en vin et on s'étonne qu'il y avait 12 mecs qui le suivaient partout. Monsieur, allez-y. Juste une précision et une bonne nouvelle, pas vraiment une question. Une précision, c'est que parmi les mangas japonaises qui parlent du vin lune, et très connu, c'est les Gouttes de Dieu traduites en français. Et les Gouttes de Dieu ont donné lieu à une série télévisée au Japon qui était un énorme succès, où le vin tient une place primordiale. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un remake de Sideways en France d'ici peu. Merci pour l'information. Ah, très bien, très très bonne chose. Allez, une dernière question. Non, oui, non. Bon, ben on va en rester là. En vous remerciant, en vous applaudissant. Il n'y a jamais de dernière question comme il n'y a jamais de première réponse. C'est vrai. Merci Jean-Claude Carrière, merci. Merci à vous Jérôme Lemaire. Le film s'appelle Premier Cru, il est toujours à l'affiche. On se retrouve cet après-midi, 14h30, 3 tables rondes, les ors du pouvoir, la santé publique bien sûr, et les nouvelles frontières. À tout à l'heure. Bon appétit.